Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, enfin, ça marche. Ré dièse. Salam, vous me sauvez la mise. Damien Nimois, bonsoir. Brahim Aouni, bonsoir. Véro. Yacine Echiger, bonsoir. Ah ben, ça me fait plaisir. Ouf, il y a du monde. Bon, alors, je ne sais pas si je vais commencer. Karim Hamdi, salut. Nour El Hayat, bonsoir. Alors, Joey Gauthier, on parle de quoi? Ah, c'est une bonne question. On parle de la Troisième Guerre mondiale. Meknes, Brahim Aouni. Reda, salut. Encore une fois Facebook, mais enfin, bon, peut-être pour la prochaine fois. Sherazade Mohamed, bonsoir. Noir Ouetfel, bonsoir. Bilal Klutz, bonsoir. Boumelita Sofiane, bonsoir, chers camarades. Christine Lindbrings, bonsoir. Merci. Amarachid Salam. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quand même. Bonsoir. Salam Azoud. Voilà. Hugo Giard. Salut d'un séparatiste du Québec. Vive le Québec libre. J'ai vécu 6 ans à Montréal. Ça a été un souvenir merveilleux. Et je défends toujours le Québec libre. Artus Binga, bonsoir. André Sébastien, bonsoir de Bretagne. Je salue la Bretagne. Mohamed Merchi, Sami Bey, Evelyne, DBBRRC, bonsoir. Alors, Amine, Serge Sahraoui, Reda Shraibi. D'où vous êtes, Reda Shraibi? Parce que j'avais un vieux copain kazakh qui s'appelait Shraibi. Hicham El Romri, bonjour Mknassi. Mohamed Merchi, Serge Janssen, Siali Ilyes, Youssef Oulekbir, Abdilah Azurdo, Abdelaziz, vous êtes d'Algérie, eh ben, c'est formidable. Mes salutations aux Algériens. Mario Leone Ibrahim, salut. Tolga Ernesto, Hugo Girard, ma sympathie vous est acquise. Reda Shrebi, Soumaya Hamami, John Davison Rockefeller. Bonsoir monsieur, vous n'aurez pas un petit million de dollars à me verser, j'en aurais bien besoin. Bon, alors, Myriam Delion, merci. Nour El Hayat, vous êtes algérienne, eh ben, ça me fait plaisir, nous sommes cousins et frères. Alors, Ama Rachid, nous allons commencer par il y a quelqu'un qui m'a posé une question et qui m'a demandé de parler de la Troisième Guerre mondiale. Alors, pourquoi pas? C'est un sujet comme un autre. Mais avant d'attaquer le sujet, qui m'a été suggéré, parce qu'en général, j'aime bien répondre aux questions des internautes, par Ayman Hamouda. Voilà. Je voulais faire apporter une précision au débat qui a eu lieu la dernière fois à propos du sionistes de gauche ou de droite, enfin,
en qui on peut faire confiance ou pas. Alors, un sioniste, par définition, c'est quelqu'un qui est pour un État juif. Donc, avec tout ce que cela comporte de supériorité, de discrimination, d'apartheid, de favoritisme. C'est-à-dire que toute l'idéologie de l'État, tout son fonctionnement, pour vous donner une idée, la dernière fois, je vous ai parlé d'apartheid scolaire. Il y a un système scolaire juif, un système scolaire arabe. Le système scolaire juif reçoit 3 fois plus de subventions que le système scolaire arabe. Voilà. Bon. Et donc, un sioniste qui est par définition pour un État juif, donc vous savez qu'il soit de gauche ou de droite, peu importe. Pour nous, pour vous, l'essentiel est qu'il défend un État juif. C'est là, c'est la fracture. Alors que Shlomo Sand, et je reviens à Shlomo Sand, il est contre le principe de l'État juif. C'est-à-dire, il veut un État qui s'appellerait comme les citoyens voudraient qu'il s'appelle, mais surtout qui soit égalitaire. C'est-à-dire, il n'y a pas de majorité juive qui tienne, etc. Enfin, je veux dire, il y a des élections, les gens se présentent en fonction d'autres critères que la religion. L'État n'a aucune identification religieuse. Donc, j'imagine quand même que vous voyez la différence entre un Shlomo Sand et de faux progressistes ou humanistes, sionistes, qui sont soi-disant contre la colonisation, soi-disant, hein, mais en fait, ils sont pour un État juif avec tout ce que cela comporte. Voilà, donc j'espère que la précision... merci, si ça donc voici pour la précision, j'espère que vous sera utile pour déterminer, parce que c'est important, et ne vous laissez pas avoir par des jugements hâtifs et des jugements erronés. Voilà. Donc, Ayman Hamouda m'a demandé de parler de la Troisième Guerre mondiale. C'est un sujet intéressant parce que depuis quelque temps, on parle souvent sur les réseaux sociaux. Bonsoir Vincent, bravo pour tes dessins. On parle souvent de Troisième Guerre mondiale quand on parle de la Syrie, quand on parle de l'Ukraine, etc. Soit qu'elle a commencé, soit qu'elle va commencer. C'est-à-dire, il y a des gens qui prophétisent, voilà, qui voient, peut-être pas dans la boule de cristal, mais enfin qui voient une guerre mondiale arriver. Et en fait, bon, moi en général, j'ai une conviction que l'avenir ne peut pas être déterminé par qui que ce soit, tout simplement parce qu'il n'est pas écrit nulle part, et donc personne ne peut savoir. Voilà, vous sortez dans la rue, je ne sais pas, il peut arriver n'importe quoi. Et donc, voilà, l'avenir n'est pas écrit. Il n'est pas, personne ne peut savoir. Sauf si on est Dieu, mais enfin bon, pour ceux qui y croient, tant mieux. Alors, une guerre mondiale, si on veut respecter le sens des mots, puisque le monde en a connu 2. C'est que lorsque les grandes puissances du moment, vous savez, Première Guerre mondiale, les plus grandes puissances à l'époque, c'était les pays européens, enfin l'Europe, plus la Russie, plus les États-Unis qui se sont mêlés, c'était une vraie guerre mondiale. Et la Deuxième Guerre mondiale, c'était pareil. Donc, quand toutes les grandes puissances mettent tous leurs moyens, les uns contre les autres, pour obtenir des objectifs de guerre. Bien. Or, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Bon, d'abord, je voudrais faire une remarque, c'est que les guerres ne s'arrêteront jamais. Ça, c'est un constat. Je ne fais pas, c'est pas du tout quelque chose que je dis parce que j'ai une dent contre l'espèce humaine. Aussi loin qu'on peut remonter, ça veut dire
sociétés humaines organisées, mettons depuis 3-4 000 ans, que ce soit les Phéniciens, les Perses, les pharaons, etc., il y a eu tout le temps des guerres, des périodes de paix, mais des périodes de guerre. La guerre est consubstantielle à l'esprit humain, à l'organisation humaine. Toute organisation humaine, un jour ou l'autre, suscite la guerre, soit une violence interne, soit une guerre extérieure. Et je pense, enfin je veux dire, dans toutes les sociétés humaines organisées, la guerre est un élément je vais essayer de parler, si j'ai le temps, de la Turquie, Russie, Israël. Et donc, bon, pourquoi on fait la guerre? Bon, ça c'est toutes sortes de... vous m'entendez là? Bon. Je sais pas, à un moment donné, il y a eu un signal comme quoi... Ah oui, et on me dit, votre connexion est faible. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi la connexion serait faible? Je n'ai aucune idée, moi. Reda, je ne sais pas, tu es là, vous êtes là, je ne sais pas. Ah, ça a disparu. Alors, est-ce que vous m'entendez, ça va? Oui, ça a bugué, mais je ne sais pas. Bon, apparemment, ça reprend. Bon. Donc, je disais que la guerre est consubstantielle. Bon, ce n'est pas le moment d'en parler, c'est-à-dire, peut-être qu'on fera, peut-être je ferai un développement une autre fois. Mais c'est un fait. Vous prenez l'histoire de l'humanité, des sociétés humaines organisées, depuis 3-4 000 ans, voilà, la guerre a toujours été un élément, indépendamment de la religion par exemple, est venue ajouter un élément de discorde. Voilà, c'est pas la religion n'a rien arrangé, c'est-à-dire n'a rien arrangé, n'a rien empiré. Voilà. Donc, vous savez, il y a eu des guerres, enfin des luttes entre les catholiques et les protestants. Et avant l'apparition des protestants, il y a eu des guerres entre les pays chrétiens, entre les pays catholiques, entre la France, l'Espagne, etc. Donc la religion n'a pas vraiment de chose à voir. Maintenant, je reviens à la guerre mondiale. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Pourquoi? Parce que un phénomène nouveau est apparu en 1945, qui est la possibilité d'une destruction totale de l'adversaire, d'une destruction réciproque avec les armes nucléaires. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que avant la Première et la Deuxième Guerre, les pays lançaient toutes les forces dont ils étaient capables. Mais ils n'arrivaient pas, enfin, ils n'avaient pas les moyens de se détruire totalement. Aujourd'hui, depuis 1945, les pays peuvent se raser mutuellement. Et donc, ils font gaffe. Qu'est-ce qui montre qu'ils font gaffe à ne pas franchir le pas? Vous savez, il y a eu ce qu'on appelle la guerre froide. Il y a eu la guerre de Corée, par exemple. La guerre de Corée qui a été terrible, dans laquelle 50-53, dans laquelle les États-Unis étaient engagés. Et la Corée était aidée par l'URSS et la Chine. Et pourtant, il y a un général MacArthur ou Arthur, qui voulait utiliser la bombe atomique, mais il a été, enfin, le président ne l'a pas suivi. Il y a eu d'autres crises. Il y a eu la crise de 56 en Hongrie. Il y a eu la crise de Cuba. C'était, enfin bon, pour ceux bon, c'est-à-dire c'était la crise des fusées. Les États-Unis avaient fait un blocus autour de Cuba, etc. Il y a eu la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam a été terrible. C'est-à-dire que pendant 10 ans, les États-Unis se sont battus au Vietnam, enfin bombardés. Le Nord-Vietnam était aidé par la Russie et l'URSS et la Chine. Puis il y a eu l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. L'Amérique a aidé les Moudjahidines, mais sans jamais, comment dire, aller
au bout, à la limite où on pouvait se rencontrer Privet Ouvdela, Kagdila. Et ils sont jamais allés au-delà de la limite. Voilà. Ça veut dire qu'ils se sont toujours maintenus en deçà du seuil où ils pourraient se faire la guerre directement. Ça veut dire que depuis 70 ans, il y a eu toutes sortes de guerres chaudes, froides, par pays interposés, par exemple aujourd'hui en Syrie, en Ukraine, etc. Mais jamais ces pays n'ont franchi le pas. Et à mon avis, ils ne le franchiront jamais. Enfin, à moins qu'il y ait un fou quelque part. Mais je pense que les grandes puissances se contrôlent tout simplement pour une bonne raison. C'est que, oui, Samia Arabe, bonsoir, parce que vous m'avez posé quelques questions, j'aimerais bien vous répondre aussi. Parce qu'ils savent que ils vont pas remporter une victoire s'il y a une guerre totale. Aucun pays ne remportera une victoire. C'est impossible. Parce qu'il suffit une dizaine de bombes et les pays se détruisent mutuellement. Et donc aucun pays n'a intérêt. Donc ils se font la guerre. Il y avait toutes sortes par toutes sortes de moyens, économiques, commerciaux, par pays interposés, etc. Mais ils savent qu'il y a un seuil qu'on ne franchira jamais. À mon avis, il y aura une seule possibilité d'une guerre, d'une troisième guerre mondiale, et c'est Israël qui la provoquerait. C'est-à-dire, il y a eu, par exemple, Sharon avait déclaré déjà dès 1982, et les Israéliens le disent assez régulièrement, si Israël venait à disparaître en tant qu'État, c'est un peu l'esprit Masada, c'est-à-dire suicidaire. Eh bien, que tout le monde saute avec nous. Voilà, ça, il est possible, enfin, on ne sait jamais, je veux dire, ils sont... c'est un Frankenstein qu'on a laissé se développer, et donc ça pourrait arriver. Mais sinon, je ne vois pas comment des pays comme la Chine, l'URSS et les États-Unis, qui sont quasiment en guerre permanente, en guerre de nouveaux marchés, en guerre d'influence. Bon, la plupart d'entre vous, vous êtes jeunes, vous connaissez pas les luttes sourdes qu'ont menées l'URSS et les États-Unis. Et ça prend d'autres formes moins violentes. Mais ils sont jamais arrivés à cette phase, ultime. Et à mon avis, ils n'arriveront pas. Je pense que, vous savez, après la crise de Cuba, il y a eu ce qu'on appelle le téléphone rouge entre l'URSS et les États-Unis, c'est-à-dire un système direct pour éviter tout malentendu. À mon avis, ils ont dû établir des tas de systèmes pour ne pas tomber dans le piège d'une fausse alerte, d'un malentendu, etc. Parce que c'est très dangereux, ces histoires. Voilà ce que je voulais vous dire. L'absence d'une guerre mondiale, c'est un moindre mal. C'est-à-dire parce qu'en fait, malheureusement, la guerre continue. Et voilà, elle fait partie, c'est un élément un élément des relations internationales. Alors, je crois que avant, je vais quand même parler, j'espère avoir répondu à Hamouda, puisque l'actualité nous amène en Cisjordanie. Israël a adopté une loi, le Parlement israélien a adopté une loi pour légaliser des colonies illégales. Enfin bon, les Israéliens sont assez malins, donc ils ont créé des colonies soi-disant légales, et donc quasiment que tout le monde,
enfin, tout le monde quasiment finit par accepter. Je suis sûr que pour la France, enfin pour les grandes puissances, le fait qu'Israël conserve les grands blocs, comme on appelle ça, c'est-à-dire les grandes villes comme Adumim, 40 000 habitants construits en Cisjordanie, la ville d'Ariel, etc. L'est de Jérusalem, c'est quasiment acquis, voilà, acté. Voilà. Et je pense que même les Palestiniens, se contenteraient, enfin, dans l'état actuel des choses, à la limite, se contenteraient d'un tout petit Bantoustan, voilà. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Le problème, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est qu'Israël veut presque tout. Tout, mais, oui, Reda, apparemment la Cour suprême israélienne va, parce que, enfin, c'est quoi cette loi d'abord? J'explique. Cette loi vise à légaliser, c'est-à-dire qu'il y a des colonies. Quand il y a une colonie, l'État d'Israël la reconnaît. Et donc, il lui apporte, il amène les routes, l'électricité, l'eau, etc. Et il est intégré dans le système. Et puis, il y a ces fanatiques, enfin, comme si les autres ne l'étaient pas, mais enfin, c'est pas grave, c'est le jeu. Il y a quelques jeunes qui s'installent sur une colline, ils chassent les Arabes du coin, puisqu'ils ont l'armée avec eux derrière, donc ils peuvent se permettre. Et ils construisent quelques baraques en tôle, voilà. Et ils disent, nous sommes là, etc. Et donc, petit à petit, Israël a fini, par exemple, par reconnaître par légaliser telle ou telle colonie. Mais il restait quand même quelque chose comme une quarantaine de colonies éparpillées qui étaient considérées comme illégales. Et là, d'un coup d'un seul, pourquoi illégales? Parce qu'elles étaient construites sur des terres qui sont supposées appartenir à des Palestiniens, des propriétaires privés. Parce que lorsque le domaine est public, bon, Israël met la main dessus. Vous savez, il y a eu par exemple une colonie qui s'appelle Amona. Amona a été construite sur un terrain appartenant à un Palestinien privé, un propriétaire privé. Et il y a 20 ans, vous entendez bien, hein, il y a 20 ans, la Cour suprême a décidé que, bon, ce terrain appartient à un Palestinien, effectivement. Et ça traîne, voilà, c'est-à-dire l'expropriation, etc. 20 ans, vous savez, quand un Palestinien a une construction illégale, on amène les bulldozers et on lui dit, vous avez une demi-heure pour sortir les affaires que vous voulez. Voilà. Alors les gens sortent ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire des trucs personnels, des photos, enfin des bijoux. Ils n'ont même pas le temps de sortir leurs meubles. Ils leur disent, dans une demi-heure, on lance le bulldozer. Et si vous êtes à l'intérieur, tant pis pour vous. Et pour les Bédouins, je ne sais pas si vous avez vu il y a eu un film. Il y a eu un film sur les Bédouins, j'arrive pas à retrouver le titre, où on obligeait le Bédouin qui vit dans le désert du Negev, qui est citoyen israélien. Et on lui dit, écoute, ou tu détruis toi-même ta maison illégale, ou on la détruit et tu nous payes quelque chose comme 20 000 euros. Donc, et pourquoi la plupart des Arabes israéliens construisent des maisons illégales? Parce qu'on ne leur donne pas de permis de construire. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que les Juifs, il n'y a pas de souci, pour les Arabes, ils attendent 1 an, 10 ans, et quand ils voient que rien ne vient, ils construisent. Et ils se disent, j'en ai enfin, etc. Et quand ils finissent de construire, là, ils viennent, ils leur disent, c'est illégal, donc on va détruire. C'est d'une perversion, enfin, c'est d'un cynisme et d'une perversion extraordinaire. Et donc, ces 40 localités
construites sur des terres privées palestiniennes, ont été d'un coup d'un seul légalisées. Ça veut dire qu'on peut plus, il peut plus y avoir de recours. Bon, on va indemniser les propriétaires. Mais apparemment, on dit en Israël que la Cour suprême israélienne pourrait considérer cette loi illégale et l'annuler. Moi, personnellement, j'aurais préféré que cette loi continue et s'applique. C'est-à-dire, je suis pour la politique du pire. Moi, je voudrais que le jeu israélien soit montré dans son plus grand cynisme. C'est-à-dire, on prend tout, on ne vous laisse rien. Parce que ça fait 25 ans que ça dure, cette comédie des deux États. Je vous rappelle que lorsque les accords d'Oslo ont été signés en 1993, il y avait 150 000 colons. Aujourd'hui, il y a 650 000. Alors, et donc, même si cette loi est déclarée illégale, ils ont déjà lancé la construction de 6 000 logements. Donc, s'ils annulent la loi, ils vont dire « Ah, ben Israël, vous voyez, il se conforme au droit international. » C'est ça qui est terrible. Moi, je voudrais qu'ils bouffent tout, qu'ils annexent. Et le malheur, c'est que l'autorité palestinienne, c'était hier, je crois, que Mahmoud Abbas était à Paris. C'est, comment dire, il me fait pitié, ce type. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, pauvre caniche, pauvre chien, c'est un misérable. C'est un misérable. C'est un, à la limite, il n'est pas le seul. Il y a quelques milliers de Palestiniens comme lui qui gagnent des milliers de dollars par mois, qui vivent sous la protection de leur maître sioniste, qui font semblant de dire « Ouh là là, c'est illégal, etc., c'est pas bien et tout ». Mais est-ce que Mahmoud Abbas, il sait que s'il est à Paris aujourd'hui ou hier, c'est avec la bénédiction de son maître sioniste. S'il arrive à prendre l'avion de Cisjordanie, c'est parce que son maître sioniste lui permet. C'est tout. Et donc, ce qui est terrible, c'est que c'est l'autorité palestinienne qui entretient cette fiction et qui permet à Israël d'annexer en douce. Voilà, moi, ce que je suis contre cette annexion en douce. Je voudrais qu'ils disent, voilà, prenez tout et qu'on en finisse. Et on va se battre pour un homme, une voix. Par exemple, vous savez, il y a des forces de sécurité palestiniennes. Enfin, palestiniennes, entre guillemets. À la limite, moi, j'aurais dit palestino-sionistes. Mais enfin, bon. L'autorité palestinienne n'a jamais cessé, même pas pour une heure, la collaboration sécuritaire avec son maître sioniste. C'est quoi la collaboration sécuritaire? Ça veut dire les forces de sécurité palestiniennes reçoivent les instructions du Mossad et du Shin Bet, des services secrets. Ils leur disent, voilà, vous allez arrêter XY, vous allez détenir ces personnes, vous allez nous ouvrir la voie pour aller à Jenin, pour arrêter tel machin, etc. Qui assure la sécurité des colonies? Les forces de sécurité palestiniennes. Vous savez, en Cisjordanie, il y a des routes, de très belles routes, mais que les Palestiniens n'ont pas le droit d'emprunter. C'est en Cisjordanie. Hein. Ils le savent, il n'y a pas d'écriteau, parce que sinon ça serait mal vu. Vous imaginez un écriteau où on dirait interdit aux Arabes ou aux Palestiniens. Tout de suite, les organisations internationales, etc. Mais tout le monde le sait. Voilà. C'est-à-dire que les Palestiniens empruntent des routes avec du sable, avec des rochers, etc. Enfin, c'est la pagaille. Et il y a de très belles routes prises sur les terres palestiniennes, réservées aux Juifs, aux sionistes. Et qui protègent ces routes? Les forces de sécurité palestiniennes. C'est ça qui est terrible, c'est cette soumission insupportable.
Voilà, et les Palestiniens, enfin, les forces de sécurité palestiniennes, l'Arabie Saoudite et Israël, je vais prendre ça pour après, tout de suite après, d'accord. Les forces de sécurité palestiniennes, voilà, elles travaillent main dans la main pour, comment dire, l'oppression de leur propre peuple. Si vous voulez que je vous dise, bon, le monde arabe se trouve dans une situation dramatique. Tous les pays, enfin je veux dire la nation arabe, se trouve dans une situation terrible, dramatique, de faiblesse, de soumission, de peur, voilà. Et ça me permet comment dire, de passer à la question de Zahia, Zahou Ben Abid, l'influence de l'Arabie Saoudite sur Israël. Enfin, moi j'aurais dit le contraire. C'est-à-dire l'influence d'Israël sur l'Arabie Saoudite. Bon, en fait, c'est l'Arabie Saoudite, je crois que j'en ai parlé une fois quand j'ai parlé du Yémen. Pour moi, enfin, je ne devrais pas le dire, mais enfin de cette façon, mais à la limite, la plupart des nations arabes ont une histoire, une culture, une architecture, enfin, une civilisation, voilà. Mais les Saoudiens sont sont des êtres frustes, primaires, grossiers. Enfin, il faut les voir quand ils vont dans les pays pour s'éclater, comme au Maroc. Enfin, je veux dire, ils croient qu'en payant, enfin, c'est terrible d'en parler. Et ce pays s'est retrouvé avec une fortune colossale. Et qu'est-ce qu'il a fait de cette fortune? Au niveau de l'éducation, au niveau de la recherche, bon. Il a passé un accord avec les puissances impériales, c'est-à-dire l'Angleterre et l'Amérique, pour sauvegarder son trône. Voilà, son but. Il y a eu un accord entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Et les États-Unis assurent la pérennité de la monarchie. Et cette monarchie obéit quasiment, c'est-à-dire quand il y a des réunions de l'OPEP, de la Ligue arabe, c'est la voie de la modération. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'Arabie Saoudite a lutté de toutes ses forces contre Gamal Abdel Nasser, contre contre les régimes nationalistes arabes, laïques et progressistes. Et donc, ils étaient sur la bonne voie de s'associer avec Israël. C'est-à-dire, à un moment donné, ils se sont rendus compte que Israël devenait quasiment imbattable. Et pour toutes sortes de raisons d'ailleurs, enfin bon, sur lesquelles je n'ai pas envie de... Oui, l'accord de Quincy, merci Redin. Et donc, il y a eu l'émergence de l'Iran. Je pense que l'émergence de la puissance iranienne a été le déclic. Moi, je ne crois pas beaucoup au conflit chiite-sunnite. C'est-à-dire, tout à l'heure, quand j'avais parlé des guerres qui sont intrinsèques, qui sont substantielles à l'esprit des sociétés humaines, la religion n'est pas est un élément comme d'autres qui entraîne les guerres. En général, on se fait la guerre pour un bout de terrain, enfin une terre, pour coloniser un peuple, pour prendre des richesses, etc. La religion peut venir peut venir en supplément. Vous savez que les sunnites et les chiites ne se sont quasiment jamais fait la guerre. Enfin, quasiment. C'est-à-dire, jusqu'à il y a 30 ans, les sunnites et les chiites ne posaient pas problème en tant que tels. Tant que l'Iran était gouverné par le Shah, qui était pro-américain, pro-israélien, etc., et pro-saoudien, enfin ami avec les Saouds,
Il n'y avait pas de problème avec l'Iran. Au contraire, c'était un axe Téhéran, Tel Aviv, Ankara. Bon, il marchait très bien. Donc vous voyez bien que la religion n'avait rien à voir dans cet axe. Mais lorsque l'Iran est devenu une grande puissance, et surtout islamique, et surtout anti-américaine, et surtout qui voulait peut-être, je ne sais pas, disons, maîtriser l'énergie nucléaire. Et c'est ce qui a entraîné petit à petit un changement dans la perception de l'Arabie saoudite quant à ses alliances. Il ne faut pas oublier une chose, un État, vous savez, il y a quelqu'un qui avait dit au XIXe siècle, les États sont des monstres froids, c'est-à-dire ils n'ont pas de principe, ça a toujours été comme ça, les États n'ont pas de principe, ils n'obéissent au droit international que quand ça les arrange, ils n'obéissent à des tas de principes, enfin, ils sont prêts à violer des traités, à en signer d'autres, à changer leurs alliances. La nature de l'État, c'est d'être comme ça. Tous les États, d'ailleurs, c'est pas. Regardez l'Amérique, comment elle agit. Le droit international, c'est de la rigolade. La morale internationale, c'est de la rigolade. La Cour pénale internationale, c'est pour les nègres d'Afrique. Hein. C'est pas pour Netanyahou ni pour George Bush. Donc, l'État saoudien, c'est-à-dire qui se dit, il sait où sont ses intérêts. Ses intérêts se trouvent dans les centaines de milliards qu'il a planqués en Occident, parce que les dirigeants arabes savent une chose. La plupart des dirigeants arabes ont planqué des fortunes à l'étranger, enfin, en général en Occident. Ils savent que la moindre, la moindre velléité de rébellion, et c'est leur fortune qui disparaît. Vous savez, l'Amérique a bloqué 100 milliards de l'Iran, comme rien, comme ça, parce qu'ils sont les plus forts, voilà. Et donc les Arabes savent très bien que l'Arabie saoudite, les princes, une centaine de princes, peuvent très bien perdre leur fortune. Et donc, ils ont été amenés, vous savez, l'Égypte a fait la paix avec Israël, la Jordanie a fait la paix, la Palestine a fermé sa gueule quasiment. Et donc, finalement, un pays comme l'Arabie saoudite se dit, bon, finalement, Israël, après tout, on peut s'entendre. C'est-à-dire, on peut trouver en lui un allié qui assure notre pérennité dans la région. Et effectivement, je pense que l'Iran n'oserait pas s'attaquer frontalement à l'Arabie saoudite s'il y a une réaction israélienne. Donc, l'Arabie saoudite acquiert une certaine stabilité, c'est-à-dire une pérennité dans la région. Et je veux dire, il faut comprendre une chose, c'est que pour des dirigeants arabes de cette nature, ça veut dire qu'ils ne s'intéressent qu'à leurs privilèges et les privilèges de leur caste. La trahison, c'est secondaire. Et on n'est plus dans les régimes arabes nationalistes qui avaient des visions, comme Saddam Hussein, comme Kadhafi, comme Nasser. On est rentré dans une ère de nations arabes où de dirigeants arabes veulent, corrompus, lâches, et donc qui ne s'intéressent qu'à leur pognon, voilà, qu'à leurs intérêts. Regardez Al-Sisi, comment quasiment il se couche devant Israël. Ne parlons pas de la Jordanie, enfin, c'est quasiment, enfin, c'est un protectorat. Enfin, alors, l'Arabie saoudite, il est très probable que la coopération sécuritaire, c'est-à-dire dans le sens du renseignement, a dû gagner énormément. C'est-à-dire, Israël a dû lui livrer des tas d'éléments de protection, de surveillance satellitaire, par téléphone, etc., qui ont donné à l'Arabie saoudite une espèce
de sécurité, ça veut dire de sûreté de soi. Voilà. Parce qu'ils savent que ils s'appuient sur un pays fort. Et Israël, enfin militairement, sur le plan de renseignement, etc., ils sont forts. Ils peuvent, les Saoudiens par exemple, ou la plupart des Arabes, s'ils ne sont pas totalement stupides, ils savent que Israël les méprise. C'est-à-dire, enfin, dans la mentalité arabe ou arabo-musulmane, être dominé par des juifs, c'est terriblement humiliant. Je ne voudrais pas choquer qui que ce soit, mais voilà, je viens d'un pays arabe, enfin, je sais ce que c'est. Mais, comment dire, il y a eu une espèce ils ont, comme qui dirait, dépassé ce stade. Ils ont même dépassé le stade de l'humiliation et du mépris d'Israël à leur égard. C'est terrible d'en arriver là. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, les Arabes aiment beaucoup ce mot, le karama, la dignité. Enfin, ils sont arrivés à un niveau d'indignité ou de non-dignité terrible. Je veux dire, un pays où il y a les lieux, enfin, où il y a les lieux saints. À la limite, ça rend les choses beaucoup plus dramatiques. Mais bon. Voilà. C'est ça aussi qui donne cette puissance, enfin, ce sentiment d'impunité et d'arrogance à Israël. Puisque, enfin, pour les plus âgés ou ceux qui ont eu des notions d'histoire des années 50 et 60 et 70, je veux dire, quand la Ligue arabe se réunissait, qui établissait la liste noire des multinationales à boycotter, quand on n'appelait même pas Israël, on l'appelait l'entité sioniste. Aujourd'hui, vous avez vu cette vidéo à Bahreïn où il y a des sionistes qui dansent pendant la fête de Hanouka. Enfin, bon, non, mais on pourrait multiplier les exemples. C'est presque à dégueuler qu'on en arrive là. Alors, bon, puisqu'on est sur le même sujet, quel est votre regard sur l'Algérie par rapport au monde arabe? L'Algérie, enfin, a la chance, enfin, guillemets, d'être loin du théâtre d'opération. Donc, c'est jamais impliquée. C'est-à-dire, elle n'a pas de frontières. Elle est très loin d'Israël, donc elle n'avait pas à s'impliquer. Elle a suffisamment, enfin, elle a la rente pétrolière qui lui permet d'avoir une certaine autonomie, donc d'être moins sensible, donc d'être moins malléable et moins sensible aux pressions. Mais en même temps, c'est un pays, enfin en tout cas le régime actuel depuis 20 ans ou 30 ans, parce que c'est quand même différent lorsque Boumedienne était là, enfin c'est-à-dire pas à cause de Boumedienne, mais il y avait le mouvement des non-alignés qui était très fort et qui avait une grande influence dans le monde. Le monde des non-alignés, ça veut dire tous les pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient qui étaient dans enfin, il y avait ce qu'on appelle la conférence des non-alignés. Et l'Algérie, l'Égypte et l'Inde dominaient ce mouvement. Et ce mouvement avait de l'importance. Aujourd'hui, enfin, ils se réunissent même plus. Enfin, c'est lamentable. Et donc l'Algérie a perdu aussi ce statut. Mais ceci étant dit, Israël ne fait absolument, enfin, l'Algérie n'aide absolument pas, enfin, je veux dire, ne contribue absolument pas, ou pas grand-chose, enfin, juste par des mots et quelques millions, comme ça, pour la Palestine. Voilà, je veux dire, il faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire qu'aucun pays arabe aujourd'hui, tout pays arabe sait que s'il s'implique
pour la Palestine, réellement, pas de manière, par exemple, envoyer une flotte, ou bien acheter un terrain à Jérusalem, comme les Juifs américains le font, ou bien ouvrir un consulat à Ramallah, une ambassade à Ramallah, et exiger d'y rentrer, avec la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Enfin, toute action qui peut réellement gêner Israël, aucun pays arabe n'ose l'ouvrir, n'ose ouvrir sa gueule. Voilà. Et Algérie comprise, hein, c'est pas. Voilà. Donc, je le dis avec tristesse, mais c'est comme ça. Et même la Syrie. La Syrie, avant cette guerre, avant qu'on lui lance ces milliers de mercenaires pour mettre à bas le pays, la Syrie, vous savez, le Golan, j'en veux pas aux Syriens. Peut-être qu'ils ont admis la supériorité définitive d'Israël sur le plan militaire. Et donc la frontière, Israël a conquis le Golan, et cette frontière a été la plus calme de tout le temps. C'est-à-dire il n'y a pas eu un seul coup de feu qui a été tiré. Et de temps en temps, l'aviation sioniste allait bombarder, par exemple en 2007, ils avaient bombardé un truc. Ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient bombardé. Alors, est-ce que c'était un truc... on ne sait pas vraiment. Mais voilà, les Syriens, ils savent qu'ils ont affaire à plus fort. Donc, ils ont une marge de manœuvre un peu grande par rapport aux autres pays, mais limitée. Voilà. Et ils connaissent la limite, hein, ils connaissent la ligne rouge. Voilà. Et c'est terrible lorsqu'on a connu le temps de l'époque glorieuse de la nation arabe qui voulait construire une nation unie, unie, c'est-à-dire à l'époque déjà il était divisé en deux, c'est-à-dire il y avait les monarchies conservatrices et les autres qui étaient beaucoup plus anti-américains, qui défendaient la Palestine, etc. Il y a quelqu'un qui m'avait posé une question sur Hassan II, je crois. Ah oui, Jamila Salam. Vous voyez, je note les questions, hein, donc vous pouvez me les poser, je reviendrai. M'avait posé une question sur la relation Hamas-Arafat-Mossad. Oui. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le Mossad, les services secrets israéliens, ont permis au Cheikh Yassine et au Hamas de venir s'implanter à Gaza. C'est établi en 82, c'est Sharon qui était ministre de la Défense, qui a fait en sorte qu'ils rentrent à Gaza et deviennent assez forts. Pourquoi? Parce que à l'époque, l'OLP, vous savez, il y avait l'OLP, mais il y avait le FPLP, le FDLP, il y avait des groupes de résistance palestinienne qui étaient dirigés même par des chrétiens. Georges Habash, par exemple. Et c'était des mouvements laïques, mais vraiment laïques, révolutionnaires, laïques, progressistes. Tous les mouvements de résistance palestiniens étaient laïques et progressistes. Et souvent avec des... il y avait des militantes, j'ai oublié le nom de cette militante très connue, j'ai oublié, et donc avec des militantes, des combattantes, il n'y avait pas la notion de religion n'existait pas. Voilà. C'est ça qui est terrible d'ailleurs, parce que le monde arabe était, tous ces pays, ces régions, étaient vachement laïques. Et pour Israël, c'était, c'était un combat qu'il n'aimait pas de cette façon-là, parce que pour lui, il voulait transférer le combat du politique vers le religieux. C'est-à-dire, Israël aime bien quand il dit on ne m'aime pas, on n'aime pas le pays parce qu'on n'aime pas les Juifs, on est antisémite. Les Palestiniens veulent jeter les Juifs à la mer parce qu'ils sont juifs. Voilà. Quand vous écoutez les médias judéo-sionistes, jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'il y a un attentat,
ou un acte de résistance palestinien. Enfin. Ils disent comme ça, enfin, c'est leur mantra, c'est leur façon, c'est leur propagande. Ils ont tué X ou ils ont attaqué au couteau Y parce qu'il était juif. Mais pas du tout, c'est parce que c'est un colon. Voilà. Mais, justement, ils veulent transférer le conflit du stade national, politique, au stade religieux. C'est-à-dire parce que l'antisémitisme s'ajoute toujours comme un élément de crainte ou de dissuasion dans la mentalité occidentale. Et c'est pour ça qu'ils ont fait entrer le Hamas à Gaza, d'abord pour contrer la puissance de l'OLP, et deuxièmement, casser le mouvement palestinien en deux. D'ailleurs, ils ont réussi parfaitement. C'est aujourd'hui, il y a deux entités, et Israël pousse l'hypocrisie jusqu'à dire « Mais avec qui vous voulez qu'on fasse la paix? Les Palestiniens sont divisés, on ne sait pas à qui s'adresser. Comme cynisme, on ne peut pas faire mieux. » Et donc, et aujourd'hui, s'il y avait des élections, vous savez, en 2006, il y a eu des élections libres. Et l'Europe, soi-disant, ils sont toujours pour des élections libres et démocratiques, n'est-ce pas? Alors, toujours, ils envoient des observateurs pour contrôler les élections. Ils se prennent pour les Européens, les pays européens se prennent pour les plus moraux du monde. Voilà. Et donc, ils ont dit aux Palestiniens, non, en 2006, faites des élections, etc. Sauf que le peuple a élu le Hamas. Et ça a été, c'est une catastrophe pour l'Europe. Parce que ils ne voulaient pas. Pourquoi ils ne voulaient pas, en fait? Parce que le Hamas, à la différence de l'autorité palestinienne de l'OLP, l'OLP sont des vendus. C'est-à-dire, ils ont vendu leur pays, vous connaissez l'expression, pour un plat de lentilles. Vous savez, il y avait deux frères dans la Bible, Jacob et Ésaü, et il y a un qui a vendu les droits d'aînesse pour un plat de lentilles. L'OLP a vendu la Palestine à Israël pour quelques avantages de salaire, etc. Mais le Hamas, la différence, c'est que lui n'a pas envie de vendre la Palestine. C'est-à-dire, si Israël veut faire la paix, une vraie paix avec le Hamas, il y a des concessions à faire. Vous savez, Carter, c'est quand même un président américain, c'est pas... Ben, il est allé voir le Hamas plusieurs fois. Pourquoi on n'entend pas beaucoup parler de Carter, par exemple? Vous savez, Jimmy Carter, l'ancien président américain de 76 à 80, pourquoi on n'entend plus parler? Ou de 78 à 82, pourquoi on n'entend plus parler? Jamais. Vous avez vu, les médias, il y a un blocage total, un boycott. Vous avez déjà entendu une interview de Jimmy Carter, etc. Jamais. Pourquoi? Parce que quand il a quitté la présidence des États-Unis, il a commencé un travail de, il a évolué, il a été président, probablement c'était un moraliste un peu naïf, on disait, et donc il a retrouvé sa liberté et il a commencé à s'intéresser à des pays d'Amérique latine, etc., à la Palestine, et entre autres, il est allé souvent voir le Hamas, et il a discuté à fond avec eux, etc., et le Hamas lui disait toujours, enfin nous on est prêts à faire la paix, mais une vraie, pas celle de l'OLP, c'est-à-dire qu'on nous donne un État avec des frontières, on est prêt à signer tout de suite. Ça c'est le discours que l'Europe n'a pas envie d'entendre, ou que l'Amérique n'a pas envie d'entendre, qu'Israël n'a pas envie d'entendre. Et donc les médias ont muselé, ont mis un bâillon sur la bouche de Jimmy Carter. Cherchez une interview de Jimmy Carter dans les 10 dernières années. Voilà. Et donc en fait, parce que c'est un des rares qui ose dire le Hamas, il veut la paix, mais une vraie paix à des conditions strictes. Voilà. Parce que l'autorité palestinienne, en fait,
enfin Mahmoud Abbas, etc. Ils disent nous voulons le retour aux frontières de juin 67. Enfin, mais, ils se rendent même pas compte qu'ils sont ridicules. Enfin, je veux dire, enfin bon, vous savez, quand je pense à eux, j'ai tellement envie d'être, comment dire, méprisant et vulgaire que je préfère ne pas en parler. Et donc, voilà, en fin de compte, vous savez, Israël a utilisé le Hamas. Enfin, le Hamas n'y est pour rien. Ils sont rentrés à Gaza pour défendre la Palestine, etc. Mais c'est comme les mouvements religieux dans les pays arabes. Vous savez, vous serez étonné, enfin je ne sais pas, pour ceux qui connaissent peut-être pas la situation, enfin, regardez par exemple, allez voir une vidéo de Kalsoum chanter au Caire, par exemple. Regardez le public. Je parle des années 50. Regardez le public. Mais tous les hommes portaient un smoking, les femmes en robe de soirée, etc. Enfin, ça, c'était le public égyptien, ça. C'est le public égyptien, le public syrien, etc. C'est un public, j'aime pas le terme, mais enfin occidentalisé, c'est-à-dire moderniste, qui voulait embarquer dans la modernité. Mais ça n'intéressait pas l'Europe, ça, ni l'Occident, ni l'Empire. Donc ils ont cassé comment dire, ce recours vers la modernité, cette aspiration à la modernité. Ils l'ont cassé. Et ils ont favorisé l'émergence d'une pensée politique religieuse ou d'un recours nécessaire à la religion. Moi, j'ai vu ça émerger à Casablanca dans les années 80 où j'étais maître assistant à la fac. Il n'y avait pas, à l'époque, il y avait peut-être 8 ou 10 000 étudiants à la fac de droit. Et le tiers était des filles, au moins. Il n'y a aucune ne portait le voile. Mais je sentais, en discutant avec les jeunes, etc., il y avait une aspiration qui commençait à monter. Parce que ces pays, ces sociétés-là, arrivaient à une impasse. L'impasse du politique qui ne proposait rien de concret. Il n'y avait aucune espérance de ce côté-là. Les régimes avaient détruit toutes les structures syndicales, socialistes, progressistes, révolutionnaires, et il ne restait qu'un recours qui petit à petit prenait forme, et un recours à la religion. Et ça, c'était le piège tendu par l'Occident. C'est-à-dire faire retourner ces sociétés-là vers la religion et leur dire, enfin, vous voyez, enfin, les Arabes, vous savez, il n'y a rien à faire. Hein. Ils veulent retourner au temps du prophète, etc. Ben c'est terrible. Mais ça, c'est... Enfin, je reviens à ma première comment dire, ma première idée au début, c'est que quand je parlais des guerres, comment dire, incontournables, c'est que malheureusement, les relations internationales, vous savez, le monde est une jungle. Voilà. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le monde est une jungle. Et encore, je pense que dans la jungle, il y a un certain respect. C'est-à-dire, dans une jungle, les animaux ne tuent pas pour le plaisir. Les animaux tuent par nécessité. Les êtres humains, c'est autre chose. Enfin, c'est-à-dire, au niveau étatique, c'est le cynisme absolu, c'est-à-dire la cruauté la plus totale. Le monde est une jungle. Voilà. Et donc, il se trouve que l'Occident a pris de l'avance, surtout l'avance technologique, l'avance scientifique, culturelle, administrative, c'est-à-dire ils ont une organisation administrative, une organisation sociale, militaire, etc., que le monde arabe ne pouvait pas avoir parce qu'il avait quelques siècles de retard. Bon, voilà. Et donc, le monde arabe subit, et subit de manière terrible cette domination occidentale, parce que
moi je dis comment dire, aux compatriotes arabes, marocains et autres, je leur dis ceci, il y a un axiome. L'Occident ne recherche qu'une chose vis-à-vis des Arabes, des sociétés arabes et des pays arabes, c'est les enfoncer, voilà, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Jamais l'Occident ne tendra la main réelle pour sortir ces pays d'un certain sous-développement ou pour acquérir des connaissances, etc. Voilà. Et j'ai l'impression que, enfin moi qui ai connu les années 50 et 60, il y a une régression de ce côté-là. C'est-à-dire que les sociétés arabes, elles avaient des aspirations. Elles avaient des aspirations fortes. Elles étaient prêtes à lutter pour. Et puis voilà, ben, il y a eu des coups, il y a eu Israël, il y a eu la campagne du Sinaï, il y a eu la guerre de 67, et puis aujourd'hui, enfin la destruction de l'Irak, de la Libye, et les autres qui ont la trouille. Voilà. C'est-à-dire que tous les chefs d'État qui tiennent encore, ils ont une trouille bleue. Alors, parce qu'on leur dit, attention, on peut vous envoyer Daesh ou l'État islamique, enfin des trucs comme ça. Et comment dire, ils rentrent, qu'ils le veuillent ou non, de toutes les façons, obligés. Ce qui est dramatique, moi, je le vois au Maroc par exemple, mais je pense qu'on peut dire la même chose de pas mal de sociétés. Je l'ai dit d'ailleurs par rapport à l'Arabie Saoudite. Il y a même une partie de l'intelligentsia marocaine, arabe, musulmane, qui finalement se dit, bah, après tout, Israël, il y en a qui vont faire des études là-bas, il y a des journalistes qui acceptent d'aller là-bas, voir les réalisations israéliennes. Enfin, je veux dire, c'est d'une bêtise monumentale. Je vais vous dire une chose, enfin, et je terminerai là-dessus. Vous savez, les Israéliens ont eu le génie. Écoutez, vous savez, un jour, j'avais écrit dans un texte, dans 100 ans, lorsque le régime sioniste aura disparu, parce que c'est ma conviction, c'est pas une question de morale. Je pense que c'est une question de vision historique et de données historiques. On se demandera comment un petit pays comme ça a pu avoir une telle influence dans le monde. C'est fantastique. Je pense que les sionistes sont le seul peuple au monde, enfin je sais pas, vous pouvez vérifier, vous pouvez m'écrire si vous voulez, qui lorsqu'ils ont, en général les conquérants, quand ils prennent une terre, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils occupent une terre et puis ils gardent ce qu'il y a. Enfin, je veux dire, il y a des villes, il y a des fermes, il y a des pressoirs, enfin, il y a des arbres, il y a toutes sortes de choses. Israël a tout rasé, a rasé 95% du terrain. C'est un crime terrible, ça. Ça veut dire que c'est la destruction, c'est une Shoah civilisationnelle du peuple palestinien. C'est-à-dire, ils ont rasé, alors là, sans aucun remords, les maisons, les fermes, les cimetières, les églises, les mosquées, les pressoirs, enfin tout. C'est-à-dire qu'ils ont rasé à peu près 450 villages. Quand je dis rasé, ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien. Voilà. Il reste quelques villes comme ça palestiniennes dans le nord. Et lorsque des gens visitent Israël, ils ne voient aucune trace de la Palestine. Il n'y a plus. Il n'y a plus, à part quelques villes dans le nord. Dans quel intérêt? Je vais vous dire. Et donc, d'abord, personne ne pourra venir après dire « Ah mais attendez, mais il y a 450 villages palestiniens. C'est un pays palestinien, ça. Il y avait de la Palestine. Là, il n'y a rien. » Et donc, ils ont construit sur de rien. C'est-à-dire, ils ont construit du nouveau. Alors, quand les gens arrivent, ils disent « Oh là là, c'est extraordinaire. Vous savez, il y a le mythe du pionnier sioniste qui arrive, vous savez, le fameux slogan « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre ».
Il arrive dans un endroit où il n'y a rien, et alors rien. Et il construit. Et là, les gens arrivent, ils voient des routes, des villes, et tout neuf. Alors, et pour la propagande, c'est fabuleux. Voilà. Et donc, ils disent, voilà, ben, nous avons tout fait. Et ça fait partie, voilà, ça fait partie du génie sioniste, le génie du mal, mais le génie sioniste. Voilà. Hélas, voilà. Hélas, c'est le génie qui s'exerce pour le mal, voilà, pas pour faire du bien. Mais il fallait imaginer quand même ça. Vous savez, je terminerai là-dessus. Il y a un écrivain israélien qui avait 18 ans en 1948 et qui vit à Berlin et dont j'ai oublié le nom. Alors attendez, peut-être le nom me reviendra, je suis désolé, mais il était soldat en 1948 du côté de Jérusalem, il avait 18 ans. Il avait écrit un livre de souvenirs comme ça, quand il vit à Berlin, enfin, je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais en tout cas, bon. J'avais lu son livre il y a une dizaine d'années, et il parlait de 3 villages palestiniens à l'ouest de Jérusalem. Une merveille d'après lui, c'est-à-dire une région riche en arbres, enfin des constructions, des pressoirs, des oliviers, en fait c'était magnifique. Et il a dit, ça me fait mal au cœur de voir tout cela se détruire, mais il faut bien le détruire. Voilà. Et voilà, comment on peut imaginer, comment un être humain, même un conquérant, peut se dire, il faut que je rase tout ça. Enfin, alors, et donc, je ne sais pas, bon, je ne sais pas comment conclure, mais je suis très heureux. Enfin voilà, donc continuez à m'écrire. Le jour où le régime sioniste paraîtra, comme vous dites, dans 100 ans, il détruira la planète. Ben tant pis, hein. Enfin, je ne sais pas quoi vous dire. Vous savez, non, je terminerai vraiment là-dessus. L'humanité n'a jamais brillé par sa rationalité ni par son intelligence. Voilà. Vous savez, c'est quand il y a eu la Première Guerre mondiale, elle était atroce, elle était terrible. Ils avaient dit, c'est la der des der. Voilà. Maintenant, on a compris qu'il ne faut plus jamais se faire la guerre. Ils ont repris 30 ans après. C'est l'humanité, c'est la Terre. Il y a de quoi faire un endroit merveilleux. Pourquoi les dirigeants n'arrivent pas à se réunir et à se dire, alors, allez, on va trouver une solution à la pollution, à la famine, à la santé, à la maladie, etc. C'est si facile. Enfin, je veux dire, c'est à la portée. Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? Voilà. L'humanité, vous savez, là je terminerai sur un proverbe québécois, en saluant mon correspondant du Québec. Les Québécois disent, là où il y a de l'homme, là où il y a l'homme, il y a de l'hommerie. Voilà. Même si vous ne comprenez pas le québécois, mais vous comprenez le sens. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Continuez à m'écrire parce que je tiens compte de vos suggestions. Mais évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde parce que je préfère quand même approfondir 2 ou 3 questions au lieu d'aborder comme ça. Et puis, ben, à la prochaine, je vous avertirai par courrier. Voilà, j'ai pas pu le faire sur YouTube parce que, techniquement parlant, je ne suis pas un expert. Mais peut-être j'y arriverai avec l'aide d'un camarade. Enfin, avec Facebook, c'est pas mal aussi, mais enfin bon. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Et je vous remercie beaucoup pour vos marques de soutien et de sympathie. Ça me touche et ça m'encourage à continuer le combat. Bonne soirée et au revoir.